Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons débattre de l'actualité, essayer de l'éclairer, et pour le faire, nous sommes avec Jean-Baptiste Duclerc. Bonjour Patrice. Bonjour, vous enseignez à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Anne-Charlène Bézina, bonjour. Vous enseignez à Rouen. Tout à fait. Vous êtes tous les deux spécialistes de droit public, de droit constitutionnel, et on va parler beaucoup de la réforme constitutionnelle, qui est un sujet qui enchante positivement. Jean-Charles Lajoie-Dy. Oui, ça me passionne. Vous n'avez rien publié encore sur la révision constitutionnelle? Non, mais justement, vu l'intérêt que ça me suscite, on va s'y mettre. Il peut être l'éditeur de Maurice Duverger. Oui, ça aurait été bien, cela dit. Mais vous revenez vous étiez à l'inauguration du Salon du Livre, la soirée inaugurale, absolument, avec le président Macron. Et sa femme. Et sa femme. Alors, c'était fascinant. C'est pas tout à fait en rapport avec la littérature, mais franchement, moi, vous me connaissez, j'aime beaucoup le président Macron. Je trouve que tout ce qu'il fait est très bien pour l'instant. Enfin, bon, sa femme, j'avais rien contre. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais hier, je veux dire, on avait l'impression que c'était Obama, Trump et Poutine ensemble, et qu'il fallait 450 gardes du corps pour protéger Brigitte Macron. Ouais. Mais c'était affolant, quoi. J'ai jamais vu un tel déploiement de policiers, de gardes du corps, de trucs double cordon de sécurité pour qu'elle aille regarder un bouquin au stand de la Bibliothèque nationale de France. Enfin, je veux dire, c'est aberrant comme déchaînement de... Là, on est vraiment dans une espèce de... Mais ça, c'est pas eux. Enfin, si, c'est eux. Je veux dire, je crois pas, non. On n'a jamais vu une première dame protégée comme ça. Enfin, je veux dire, ou alors, je sais pas, c'est pour pas qu'elle tombe, je sais pas, mais il n'y a pas de... C'était ridicule, quoi. Enfin, bon. Il y avait une phrase formidable, c'est dans Paris Match, je crois, qui racontait le voyage en Inde, et il y a cette phrase, même les chèvres la saluent. Mais là, même les écrans d'ordinateur se prosternaient. Et donc, alors, outre la visite présidentielle, il y aura d'ailleurs un discours lundi du président Macron devant l'Académie française sur la francophonie, et la langue française. C'est un beau salon, oui. Ben, ça a l'air tout à fait intéressant. Il y a toujours des gens qui critiquent un peu le salon, qui est un petit peu plus réduit qu'il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y a un ou deux gros éditeurs qui boudent le salon. Ah oui. Voilà. Mais sinon, Vous savez que c'est cher pour un éditeur? Ah oui, je pense que c'est impossible à rentabiliser, en fait. Ouais. Enfin, très difficile, mais c'est un truc d'image, de visibilité, et c'est quand même très très bien, parce que tous les acteurs du livre qui habitent en dehors de Paris, qui peuvent venir là pendant un week-end et vont voir les principaux auteurs, les principaux éditeurs, les principaux stands, etc. Donc c'est quand même pour tous les bibliothécaires, tous les libraires, tous les gens qui mettent là, c'est quand même un rendez-vous incontournable, quoi. Donc ça, c'est très très bien. Et il y a un stand des éditions Lajoie-Dy. Absolument. Ça, c'est très agréable, c'est très sympa. C'est bien, oui. On est ravis. Et puis, alors, dernier point, mais ça, on tombe dans la géopolitique, et je pense que Poutine doit trembler sur ses bases, parce que... Macron n'a pas été visité. Le président Macron, pas la réaction française à l'assassinat de l'espion, c'est d'éviter le stand de la Russie, qui est pourtant l'invité d'honneur du salon, quand même. Mais bon. Est-ce que vous pensez que c'est la main de Poutine derrière? Ça a l'air... substances chimiques. Ouais, je trouve que c'est très contesté, parce qu'il y en a qui disent il est trop intelligent pour faire ça. Enfin. Oui, mais en même temps, c'est un petit peu un raisonnement en boucle, parce qu'on peut dire, comme il sait qu'on va dire qu'il est trop intelligent pour le faire, il peut donc le faire. Voilà, il y a ça. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit la première ministre anglaise. Elle a dit, soit c'est Poutine, soit... Ils se sont fait, c'est pas lui directement, ils se sont fait voler le produit, et c'est encore pire. là, on peut être vraiment inquiet. Donc, dans les deux cas, c'est très grave. C'est une crise avec le renvoi des diplomates, etc., importante quand même. Hein. Et puis je pense quand même, pour accuser aussi frontalement Poutine, je pense qu'au niveau des services de renseignement, ils doivent posséder des informations qu'on ne possède pas. Parce que prendre le risque d'une telle crise... et de voir tous les alliés, la France, l'Allemagne qui s'associent, et l'Angleterre pour prendre opposition avec Poutine, avec tous les risques que ça peut engendrer sur la scène diplomatique, alors qu'il y a des dossiers brûlants au Proche-Orient. À mon avis, je pense que Poutine... Il y en a qui disent on a renvoyé comme ça
quelques diplomates, mais les Russes qui sont à la City, ils sont toujours... Oui, Donc les vraies sanctions n'ont pas été prises en réalité. Dans 15 jours, les diplomates vont revenir. Et puis, il y avait déjà eu en France, d'ailleurs, une crise. On avait envoyé à l'époque, à cause des écoutes, une cinquantaine de diplomates russes du temps de Mitterrand. Dans l'actualité, qu'on va le balayer un peu rapidement, puis après on s'arrêtera un peu plus sur la réforme institutionnelle, sur l'affaire Johnny, pourquoi ça nous passionne, et puis sur l'affaire Quentin. Est-ce que quand on a fait la peine de prison à laquelle on a été condamné, on doit encore payer, ou est-ce que on est libre de faire ce qu'on veut? Quand même, un événement d'actualité, c'est pour la première fois, il y a des élections partielles à Mayotte, et Marine Le Pen, qui a tenu le congrès du Front National la semaine dernière, se prononce pour le candidat républicain. Donc là, est-ce que c'est une frontière qui est franchie, une barrière qui est levée? Bon, c'est pas plus grave que quand les communistes se déclaraient pour les socialistes. Je veux dire, après, voilà, c'est... il y avait une alliance, il y avait un programme commun, il y avait quelque chose de théorisé entre les communistes et les socialistes. Avant même des programmes communs. Après, je veux dire, la droite a refusé cette main tendue, enfin voilà, et ils ont très bien fait. Qu'après, heureusement, les gens ne sont pas propriétaires de leurs électeurs, donc... non, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une nouvelle stratégie du Front National, enfin du Rassemblement National, puisque moi je crois que justement cet acte-là, je suis un peu d'accord avec toi Jean-Charles, est pas significatif de quelque chose de particulier, dans le sens où quand on apporte son soutien à un candidat ou à un autre, c'est plus une démarche par défaut, c'est parce que notamment, c'est une offre politique, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans un climat qui nous intéresse particulièrement parce que on a affaire à un Laurent Wauquiez qui est en train de flirter un petit peu avec les limites, et que justement on n'a jamais été... En disant, il faut dire, en disant aussi, il n'y aura jamais d'accord. Il n'y aura jamais d'accord. Même si c'est plus sur le plan des idées. Voilà. C'est plus sur le plan des idées que ces derniers temps, on est tous un petit peu... La stratégie est plutôt de pomper les voix du Front National que de faire un accord avec lui. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a un rapprochement idéologique, en tout cas. L'idée, c'est à mon avis de radicaliser le discours au niveau de la droite pour essayer de droitiser, pour se prétendre être une force d'opposition, ce qui est pas forcément inintelligent comme stratégie, et ce qui du coup amène les journalistes ou les observateurs politiques à plus se questionner sur les frontières qui peuvent continuer à exister entre le Front National et la droite. Mais à mon sens, le Front National a quand même une particularité idéologique et une particularité même notamment de ses soutiens et de son électorat qui font que quand bien même Marine Le Pen pourrait se rapprocher d'un candidat au moment des élections partielles à Mayotte, ça signifie pas nécessairement qu'elle est en train d'ouvrir la main à LR et que LR va lui-même tendre la main au Front National. À mon sens, c'est quand même deux acteurs trop différents pour se marier demain. Mais ça laisse entendre quand même, c'est peut-être même aussi un petit peu de séduction, c'est-à-dire de se dire, voilà, on n'est pas si loin. C'est quand même un discours nouveau. On n'est pas si loin, même si c'est une élection partielle, même si c'est Mayotte, avec la situation particulière de Mayotte aussi. Et puis ça peut aller avec la dédiabolisation aussi. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que le Front National n'est finalement peut-être pas si éloigné du discours. Le rassemblement maintenant, c'est ça, le Rassemblement National. Exactement. Qui se rassemblera avec qui, c'est la grande question. Parce que Marine Le Pen ne sait plus quoi faire pour essayer de récupérer un peu la main. Il y a une crise. Il y a sa nièce qui l'attend au coin du bois avec un fusil, son père qui continue de lui taper dessus, Philippot, enfin il y a quand même beaucoup de choses. Mais après, au-delà de tout ça, il ne faudrait pas que ça occupe le fait qu'à Mayotte, il y a quand même beaucoup plus important que la main tendue du Front National. C'est quand même un truc quasiment insoluble, ce qui se passe à Mayotte. C'est très compliqué. C'est un département français. Voilà, qui a plus d'étrangers que de Français, parce que tout le monde arrive là-bas. On va peut-être en parler après de ce sujet passionnant de la révision constitutionnelle, mais il y avait même l'idée de la ministre. Non, mais de la ministre qui disait on n'a qu'à mettre l'hôpital dans un système extraterritorial. Et comme ça, on pourra accueillir tous les étrangers, tous les migrants qui viendront, on les soignera, on assistera, enfin, on aidera aux accouchements, etc. Mais les bébés nés sur cette clinique ne seront pas français. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un attrait, évidemment, parce que c'est un département français dans une région assez pauvre en réalité. Et donc, tous les constitutionnalistes ont dit mais c'est juste impossible, un truc pareil. À moins d'en faire une ambassade et de refiler le bébé aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a la situation de Mayotte sur le Front National, Jean-Baptiste Declercq. Moi, j'y vois un signe supplémentaire du déclin quand même du Front National, parce que
que j'ai l'impression que finalement c'était sa dernière carte à jouer. Le Front National, pour moi, c'est l'idée d'un parti ni gauche ni droite, vive la France, c'est un parti qui est contre l'UMPS. Et là, finalement, de se raccrocher à un wagon parti de gouvernement LR, je crois que c'est pour le parti finalement dangereux, et je m'en félicite d'ailleurs, dangereux du point de vue de son électorat, dont on sait maintenant que le Front National n'est plus celui qu'il était il y a bien longtemps, c'est-à-dire un parti très à droite. Le Front National a joué notamment sur les peurs, et on a beaucoup d'ouvriers, voilà, etc. Donc le fait de se marquer finalement dans le clivage, pour moi, va précipiter plus encore, à mon avis, son déclin. Et j'y vois le signe d'une faiblesse au niveau du chef, au niveau du capitaine du navire. Et donc, je suis plutôt ravi de cette décision. Mais c'est pas aussi une façon de rebattre les cartes, parce que il y a quand même une tendance chez les Républicains, il y a des noms même pour un accord avec le Front National. Une tendance, je ne sais pas si elle n'est pas majoritaire, mais enfin elle est importante. Et donc c'est quand même le fait de tendre la main, ça peut changer quand même la donne. Justement, moi, je ne suis pas certaine que ça soit complètement un affaiblissement, dans le sens où, à mon avis, Marine Le Pen, c'est une nouvelle stratégie, voilà, laisse entendre qu'il y a du coup des portes qui sont encore ouvertes, qu'elle n'a peut-être pas forcément exploitées, parce que, encore une fois, comme je l'ai plusieurs fois dit, je pense que cet acte politique est assez isolé, mais si elle donnait suite à cette vague politique, à mon sens, justement, c'est une manière pour elle de dire qu'elle est loin d'être morte. En tout cas, le parti Front National a encore des cartes à jouer, notamment par rapport à cette frontière d'un discours d'électorat de droite qui pourrait tout à fait être séduit par les propositions qu'elle a. Je me souviens de la dernière émission politique qu'elle a faite où elle laissait entendre que justement elle était absolument contre aucune proposition. Donc l'avenir nous confirmera, on nous infirmera. Le Front National, alors on dit qu'il est en crise, on verra quand il y aura des élections. Hein, oui. Combien ils feront, il ne faut peut-être pas l'enterrer autant que le fait la presse, me semble-t-il. Mais son problème, s'il veut arriver un jour au pouvoir, c'est pouvoir passer des alliances. Le problème du Front National, c'est que jusqu'à présent, personne ne pouvait s'allier avec lui. Il y a eu un peu du Pont-Aignan, enfin, c'est quand même très léger. Pour faire une majorité. Si vous voulez faire une majorité, vous ne pouvez pas la faire tout seul. Donc, c'est aussi peut-être ce changement de stratégie-là. Oui, mais je crois qu'il y a des partis... Même si c'est encore une fois Mayotte et la situation particulière de Mayotte. Bien sûr. Non, mais c'est un signe qui est donné. Hein. On change le nom du parti, il y a cette première proposition d'alliance, je pense que ça va se poursuivre. Mais je crois qu'il y a des partis qui ne peuvent pas faire alliance. Comme on dit parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre en couple. Non, mais c'est un des problèmes du Front National. C'était vrai pour le Parti communiste français, pour le RPF du général de Gaulle, en raison de la logique qu'il défendait. Là, on change complètement. Quand même avec le programme commun. Alors oui, c'est vrai qu'il l'a fait avec le. Oui, c'est vrai. Il s'est fait avoir d'ailleurs. Il s'est fait avoir. Mais mais justement, je pense que c'était quelqu'un qui fait réfléchir. Je pense. Non, mais c'est quelqu'un qui. Voilà, justement, je pense qu'il va. Ce qui est arrivé pour le PCF, c'est ce qui va arriver pour le Front National, précisément parce que ce sont des partis qui peuvent pas s'allier, parce qu'ils ont leur fonds de commerce, c'est justement un dépassement en fait du mode de pensée traditionnel, avec une logique qui est internationaliste pour le Parti communiste, même si ça évolue un peu après. RPF avec le général de Gaulle, où on était dans le ni droite ni gauche, on était dans un rassemblement national. Là, tout d'un coup, s'allier à un parti de droite, pour moi, c'est complètement modifier l'équilibre général du Front National. Et je pense qu'il faisait des scores extrêmement importants, justement parce qu'il avait cette logique. Je pense qu'il avait atteint ses sommets. Et là, je pense que du coup, ça va être... Oui, c'est ça, mais il avait atteint ses sommets, si vous voulez. Après, il y a la stratégie du père Le Pen qui était de rester dans l'opposition. Non, mais quand je dis Père Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, il n'avait aucune envie d'arriver au pouvoir. Il était ravi d'avoir un parti qui n'arrêtait pas de râler, de contester, etc. Or, Marine Le Pen, peut-être qu'elle a vu un petit peu les limites de ça, oui. Les limites, mais en même temps, elle a entrevu peut-être une possibilité d'arriver à quelque chose. Et elle s'est dit, voilà, il faut donc changer. Mais peut-être que la vocation d'un parti, comme le Front National, c'est d'être toujours... C'est de rester protestataire. Voilà, un groupuscule qui sont quand même assez nombreux, mais d'être uniquement dans la... Il y a en Europe des exemples différents, justement, de partis populistes qui arrivent à faire des alliances. C'est ce qui me semble un petit peu
difficile dans l'idée d'annoncer la mort du Front National, c'est que les prochaines échéances dont on parle au niveau électoral sont sûrement les échéances européennes. Et là, je pense que pour le coup, le Front National pourrait nous surprendre encore une fois, parce que pour le coup, malheureusement, ce ne sont pas des partis isolés en Europe, bien loin. Au contraire, on est bien loin de là. L'Europe, ils n'ont pas Macron. C'est ça, ni Madame Macron, ni les chèvres qui les saluent. On peut aussi faire confiance au président et au Premier ministre. S'ils arrivent à régler les problèmes vraiment... Ce qui fait beaucoup d'attrait pour le Front National, c'est notamment la question des religions, de l'islam, etc. Si le couple exécutif gère bien les choses, ça dégonflera très vite le Front National. Le couple exécutif, vous parlez d'Édouard Philippe. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Comme vous aviez parlé tout à l'heure de Brigitte Macron, c'est pour ça. Justement, il peut-être y avoir un des premiers obstacles difficiles à surmonter pour le gouvernement, c'est la grève à la SNCF, la réforme de la SNCF, la réforme du statut des cheminots, et des grèves qui ont été annoncées, qui sont des grèves un peu... on ne dit pas perlées, non, dans ce cas-là. Mais enfin, c'est des grèves 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, pendant 36 jours de grève. C'est totalement aberrant. Je vous propose qu'on regarde un sujet justement sur la CGT, et puis on reparle après de cette nouvelle position des syndicats. L'heure est au bilan de l'année 2017 pour la CGT des Yvelines. Environ 150 délégués syndicaux ont échangé sur les manifestations estivales contre les ordonnances réformant le droit du travail. Des mobilisations qui n'ont pas touché le projet du gouvernement. Il y a eu des mobilisations majoritairement soutenues par l'opinion, mais on n'a pas su encore amener assez de monde dans les mobilisations, et c'est ce qu'on travaille, d'aller plus au contact des salariés, de rendre tous nos syndiqués plus acteurs, de les informer sur les grands enjeux. Les mobilisations ont été importantes, pas suffisamment encore pour faire reculer le gouvernement. Justement, ce qu'il faut, c'est continuer à militer, continuer à discuter avec ses collègues de travail, avec sa famille, avec ses amis, pour faire comprendre que toute cette situation, toutes ces attaques ne sont pas normales. Ce 20e congrès de la CGT des Yvelines, l'occasion de préparer les prochaines mobilisations, à l'image du jeudi 22 mars pour protester contre le projet de réforme ferroviaire, avec l'ouverture à la concurrence ou la fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Et puis le 22, il y a une convergence de lutte des cheminots, des fonctionnaires, de l'énergie, certaines entreprises du privé. Donc c'est une étape où on va ensemble réfléchir comment on donne des suites et comment on élargit, ce que je disais tout à l'heure. Et donc il y a besoin que le 22 mars soit puissant. Mais également aussi une mobilisation des associations d'usagers et de la population plus largement, au-delà des cheminots, parce que le rapport Spinetta et ce qui est repris par le gouvernement, c'est une attaque purement et simplement du service public ferroviaire. Une autre journée de mobilisation est déjà prévue ce jeudi 15 mars par les retraités, les salariés des EHPAD et les aides à domicile. On voit bien qu'il y a plusieurs enjeux d'ailleurs avec ce sujet, pour les syndicats, pour la CGT notamment. Ils ont raté quand même la mobilisation sur la loi travail. Et là, ils espèrent mobiliser sur la SNCF, sur la réforme de la SNCF, avec cette grève un peu étrange en disant on l'annonce bien à l'avance, comme ça vous allez pouvoir vous débrouiller, prenez pas le train les jours où il y a grève. Mais je crois que les usagers ont l'air, dans les premières réactions qu'on peut avoir, assez furieux d'ailleurs. D'abord, quand on demande, partout en France, on demande aux gens de travailler plus, de faire des efforts, etc. Et là, ils annoncent la fleur au fusil, 36 jours de grève. Mais on est au-delà de ce qu'on peut imaginer dans la perversion intellectuelle. Je veux dire, il n'y a rien de justifiable, si ce n'est de montrer que c'est les pires réacs qui soient. C'est-à-dire que rien ne doit bouger, rien ne doit changer, il n'y a rien de dramatique. Les petites lignes, c'était le seul truc que les Français auraient pu soutenir, c'était l'abandon des petites lignes. Les petites lignes n'est pas dans le projet. Exactement. Donc ça ne marche pas. Sinon, il n'y a rien de dramatique à ce que les nouveaux entrants à la SNCF aient un nouveau statut et qui ne soit pas celui des non, mais qu'il y a une crainte des gens qui travaillent à la SNCF, on peut le comprendre, ça, non ? Moi, je crois que ce qui est important dans cet enjeu-là, c'est finalement la répétition de ce type de processus. C'est qu'on se rend compte qu'en France, au moment où on veut réformer, on a aussi une énorme capacité d'inertie de nos services publics, mais c'est pas forcément que le service public, d'ailleurs, cette idée de faire des grèves, d'aller contester, etc. Et finalement, c'est ce qui a pu alimenter on ne touche rien parce qu'en France, on est très attaché à nos privilèges.
Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça ne fasse qu'augmenter un petit peu la cote d'Emmanuel Macron, parce que lui, son grand cheval de bataille, c'est « moi, je serai le président qui fera tout bouger, et au contraire, je vais vous démontrer que j'irai plus loin que cette capacité d'inertie. » Donc, à mon avis, au même titre que la loi travail, il va arriver à démontrer, tout simplement parce que, à mon avis, ça va s'effondrer comme tout le reste. C'est vrai qu'il y a la crise des syndicats, il y a la crise de la mobilisation. À mon avis, il va arriver à démontrer que il peut passer. Il peut passer. Donc, on peut le risque, c'est même, à mon avis, d'augmenter sa cote de popularité et de montrer que c'est un peu pitoyable d'en arriver à une capacité d'inertie aussi peu idéologique finalement et aussi systématique pour rien. Donc du coup, ça affaiblit à mon sens vraiment leur discours. Et en même temps, contrairement à la loi travail, il semble y avoir un possible rassemblement des syndicats. Oui, alors c'est vrai même que... la CFDT est assez... en règle générale, c'est d'ailleurs ça qui fait bouger les lignes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une véritable force et où... Alors néanmoins, moi je me demande jusqu'à quel point le soutien de la population est réel, parce que on a parlé de l'exemple de 95. C'est vrai qu'ici, on avait pu comprendre le combat social, etc. Ce qui est peut-être 95, un petit il y peu avait un moins soutien le cas. de la population aux grévistes. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui. D'après les sondages, c'est l'inverse. Il y a 70% des Français qui sont pour la réforme et qui ne comprennent pas les motifs de la grève. Donc, on est plus dans une optique où les Français ont envie de soutenir ce changement, peut-être parce que justement Emmanuel Macron est encore tout neuf dans l'opinion, et je ne suis pas sûre que ce combat social, même avec un rassemblement des syndicats, gagne la ferveur qu'il attend de ce combat. Voilà. Mais surtout que ça s'annonce beaucoup plus comme une réformette que comme une véritable réforme. Et c'est un peu la méthode de Macron, ce qui est tout à fait intelligent. C'est-à-dire qu'en gros, il ne défonce pas la porte comme un bourrin, il entrouvre la porte, il met un coin dedans, on ne pourra jamais la refermer. Et c'est bien, donc l'idée de réforme va avancer. Mais effectivement, quand on va regarder au fur et à mesure jusqu'au mois de juin ce qui va se passer pour la SNCF, c'est vraiment des changements homéopathiques. Mais tout à fait. L'effort est fait et on débute cette idée que c'est peut-être possible de réformer. Donc ça, c'est très bien. Et puis enfin, moi, il y a quand même une chose qui m'intéresse, c'est que 36 jours de grève, ça fait quasiment plus d'un mois de salaire en moins. Est-ce que vraiment, ces jours de grève, on a l'assurance qu'ils ne seront pas payés aux grévistes, et est-ce que tous les grévistes qui ont signé là pour 36 jours de grève, ils ont réalisé qu'il y a des gens qui se battent pour avoir un 13e mois, et eux, ils se battent pour en avoir 11, visiblement. Donc, Et la citation du jour, ça sera « Emmanuel Macron ne défonce pas la porte comme un bourrin ». Jean-Baptiste Duclercq. C'est ce qui me gêne un petit peu, c'est-à-dire que le droit de grève, je trouve que c'est un droit important, qui figure d'ailleurs dans la Constitution, au préambule de la Constitution de 1946, droit de grève. Mais c'est un droit face auquel finalement on n'est pas tous égaux, puisque en fonction de la situation qu'on occupe, on peut lui donner une répercussion plus ou moins importante. Donc évidemment, si vous travaillez dans le domaine des transports, vous avez une capacité de nuisance qui est extrêmement importante. Et qui fait que si vous travaillez finalement dans le public, c'est un peu plus facile que dans le privé, les grèves. Oui, mais justement ça crée... Oui et non, parce que si on continue dans le débat constitutionnel, mais je promets à Jean-Charles d'être tout à fait parcimonieuse, nous avons un deuxième principe qui est celui de continuité des services publics et qui imprime justement des obligations. Je veux dire, pour les grévistes, enfin, il y a plus de grèves dans le domaine public que dans le domaine privé parce que c'est plus compliqué. Parce que ça a plus d'impact, c'est ça aussi. Mais je ne parlais pas de juridique. Et d'ailleurs, on crée des statuts différents. Par exemple, le droit de grève, quoique reconnu par la Constitution, est interdit à certaines personnes, magistrats, militaires. Et je trouve d'ailleurs qu'on fait une distinction trop brutale entre ceux qui ne peuvent pas et ceux qui peuvent. Et je crois que pour certaines personnes qui justement ont une capacité de nuisance sur le grand nombre, sur la libre circulation des personnes, des travailleurs, qui a des répercussions sur leur situation privée, notamment sur les salaires. Alors sans peut-être aller jusqu'à interdire le droit de grève à ceux qui travaillent dans le domaine des transports, je crois qu'il faudrait à tout le moins créer une forme de limitation pour éviter justement qu'on puisse mettre les gens en otage. Moi, je suis toujours surpris que... Ça, on peut rendre grâce à Sarkozy. Oui, la réforme Sarkozy permet la réquisition. Alors, c'est vrai, mais qui est quand même assez service limité, minimum, puisque en fait, c'est un service minimum qui est prévu. Un service minimum, une obligation d'information, on implique de prévenir suffisamment à l'avance, mais ça reste relativement marginal. Ils veulent faire grève, ils ont indiqué à raison de 2 jours par semaine. Est-ce que justement les 2 jours par semaine, c'est pas un moyen de contourner
En tout cas, je crois que c'était une manière de s'insérer dans le nouveau système législatif du service minimum, justement. Je crois que c'est les contraintes qui l'ont imposé. Oui, 2 jours, 3 jours, c'est... Enfin, après, on sait qu'il n'y a pas 30 000 solutions. Les gens travaillent 5 jours par semaine. Après, c'est pas, tiens, je peux pas prendre le Transilien, je vais prendre un jet privé. Enfin, alors, je vais prendre le bus. Oui, l'idée, un bus. L'idée selon laquelle, arrangez-vous, puisque vous savez quel jour il y a grève, ça paraît un peu limite. Ça prouve quand même un mépris, une méconnaissance du tissu social et économique de la France de la part des gens qui décident ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, dit Jean-Baptiste, arrangez-vous. C'est pas grave, lundi, mardi, vous n'avez qu'à pas aller bosser. Vous irez bosser samedi et dimanche. Je me dis, mais ils sont fous. À mon avis, l'idée, c'est justement d'obtenir un soutien idéologique de la part des personnes. Voilà. Et malheureusement, le pari est perdu d'avance. C'est vraiment pour ça qu'à mon avis, on verra. Voilà, l'avenir nous le dira. Anne-Germaine Bézina, justement, vous parliez de cette posture, peut-être, ou cette position du président de la République de vouloir réformer. Si on parle de la réforme institutionnelle ou constitutionnelle, on en est là, puisque il y a une opposition du Sénat. On va un peu serrer toutes les réformes et voir sur lesquelles il y a une opposition du Sénat. Mais on sent que Emmanuel Macron serait prêt à aller jusqu'au référendum, si jamais ça bloque au Parlement. Peut-être parlons d'abord des différents champs de la réforme constitutionnelle. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, on va parler de Cantat, si on parle de champ, non? C'est HAMP. Mais nous chanterons ensuite. Alors la réforme envisagée est, à mon sens, peut-être l'une des réformes les plus protéiformes qu'on ait eues sous la Ve République. C'est-à-dire que presque... Alors, pas tous les champs, mais beaucoup de champs constitutionnels sont envisagés. D'abord, il y a un volet territorial avec la question corse, avec notamment la question aussi de donner un petit peu plus de liberté aux collectivités territoriales avec donc une capacité d'expérimentation qui existe déjà, mais qui devrait donc connaître une nouvelle mouture. Voilà. Il y a un volet... Alors ça, je crois que c'est le volet le plus intéressant. D'ailleurs, on s'y arrêtera, à mon avis, parce que c'est celui qui pose problème. C'est le volet procédure législative, où on va essayer de réformer les méthodes de travail du Parlement. Et après, un volet qui est le moins contesté et qui est peut-être... finalement, à mon avis, le plus attendu, notamment on l'a retrouvé dans tous les anciens projets de réforme constitutionnelle depuis au moins 10 ans, c'est le volet institutionnel, avec notamment le fait de réformer un petit peu le Conseil économique, social et environnemental, le fait de réformer aussi la Cour de justice de la République. Ça, c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle et je crois que c'est vraiment une bonne chose. Et il y a une dernière institution qui est concernée. C'est le non-cumul des mandats dans le temps. Alors ça, voilà, c'est les éléments de mandat, les éléments de procédure, c'est là que ça va bloquer. Au Sénat. Voilà. Alors, oui, pardon. Alors, 2 choses. La première, c'est que sur tous les sujets qu'on a évoqués, tous n'impliquent pas nécessairement, à proprement parler, une révision de la Constitution. Absolument. On peut passer par la loi organique, loi ordinaire. Et la deuxième chose, c'est sur la manière de réviser la Constitution. Puisque là, ce qui est intéressant, c'est que quelle pour bien procédure comprendre le jeu politique... Alors, lesquels ne nécessitent pas de réforme de la Constitution, par exemple ? Alors, par exemple, et c'est très étonnant puisque on contraste beaucoup sur ce terrain avec la plupart des pays européens, par exemple sur la réforme du mode de scrutin, qui est l'introduction de la proportionnelle, donc qui n'implique pas nécessairement de réviser la Constitution. Ça avait été fait en 86 d'ailleurs, c'est une loi ordinaire. C'est une loi ordinaire. C'est une loi ordinaire. Donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin du fameux Sénat et le Sénat ne pourra pas bloquer, en tout cas, sur cette question. En plus, je ne suis pas sûr qu'il bloquerait. Peu importe, mais en tout cas, c'est une loi vraiment purement ordinaire. Donc, avec la majorité parlementaire, on peut faire passer la réforme du scrutin. Donc, introduire, l'idée, c'est ça, introduire la dose de proportionnelle. Dose de proportionnelle. Après, tout dépend de savoir de quelle dose il s'agira. Ça, on ne le sait pas encore. Après, il y a la limitation, donc la réduction du nombre de parlementaires qui implique un passage par la voie organique. En fait, c'est peut-être plus court de dire ce qui implique la révision de la Constitution. C'est sur la révision de la Cour de justice de la République et puis sur le nouveau statut qui va être conféré à la Corse, sur le droit à la différenciation locale, qui là vont impliquer une révision de la Constitution. Alors ceci dit... Et le non-cumul ? Alors, le non-cumul, non, je crois que c'est par la voie organique. Alors, à mon sens, il y a quand même un point constitutionnel qui va devoir être discuté, c'est la question du droit d'amendement. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Je ne sais pas si ça va vraiment figurer dans le projet de loi constitutionnelle
constitutionnel, mais en tout cas, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il allait limiter le droit d'amendement des parlementaires. Et là, c'est vrai qu'on a un article 44 de la Constitution qui en fait un des droits fondamentaux des parlementaires. Donc, cette question-là sera forcément une question constitutionnelle. Quant à la question du non-cumul des mandats, la tradition veut que les éléments de mandat, aussi bien parlementaires, soient normalement relégués au rang organique. Néanmoins, c'est vrai que là, on peut se poser la question de savoir si le non-cumul des mandats dans le temps va vraiment avoir une importance telle qu'on aimerait l'inscrire dans la Constitution. Mais normalement, on passe par la loi organique. Attention, ça ne veut pas pour autant dire qu'on va diminuer le rôle du Sénat. Bien au contraire. Oui, mais je pense qu'ils veulent l'inscrire dans la Constitution, c'est qu'ils posent un certain nombre de problèmes. Ce qui pose pas de problème, c'est la réforme de la Cour de justice. C'est vrai, tout le monde, c'est assez consensuel. Alors, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une cour spéciale pour les hommes politiques, enfin pour les élus, ils passeront par les instances... Alors, ce qui est prévu, je crois, c'est de créer notamment une chambre particulière à l'instruction auprès de la Cour de cassation ou auprès au moins d'un tribunal de première instance, notamment pour essayer quand même de filtrer un petit peu plus les questions... qui pourraient apparaître un peu farfelues ou un peu politiques dans les affaires pénales. Mais à part cette chambre d'instruction un peu particulière, oui, les politiques seraient tout simplement jugés comme des particuliers, ce qui n'apparaît pas particulièrement choquant au vu des échecs cuisants des dernières affaires de la Cour de justice. Donc je crois que c'est un consensus. Ça pose pas de problème. Le travail parlementaire, en effet, alors là, c'est vrai est-ce que c'est une réduction du rôle du Parlement? On peut le penser aussi, quand même. Clairement, c'est-à-dire que... Ou est-ce que c'est une amélioration du travail? Alors, les deux. C'est-à-dire, en fait, chacun se fait son avis. Alors, traditionnellement, le pouvoir législatif, déjà, est conféré au Parlement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on parle de séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ça ne veut pas forcément dire qu'un organe renvoie une fonction. Le Parlement fait du législatif, mais le gouvernement aussi. Le gouvernement intervient dans la procédure législative, il a des armes, il peut modifier la loi, il peut déposer des projets de loi. Et normalement, le vrai pouvoir législatif, c'est celui du vote et celui du pouvoir d'amendement, qui normalement revient aux parlementaires. Donc là, à partir du moment où on décide, non pas de revenir sur le vote, qui évidemment restera au Parlement, mais sur le pouvoir de modifier au cours de la procédure législative un texte de loi, on prévoit les conditions d'une limitation de cette possibilité d'amendement. Alors, pour une raison qui n'est pas dans celle de dire on va augmenter le pouvoir de l'exécutif au détriment du législatif. C'est pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite, c'est pour des raisons d'efficacité. Parce qu'il y a un abus qui est fait aussi du pouvoir d'amendement. Il y a un temps politique qui est un peu lent et un temps médiatique ou d'opinion qui est un peu plus court. Non, et c'est certains parlementaires usent et abusent du droit d'amendement pour retarder la procédure législative. Des choses qui ont déjà été discutées en commission, qui repassent devant l'Assemblée plénière. Moi, je crois qu'il faut saluer d'ailleurs un point qu'on oublie, c'est qu'on parle de cette réforme constitutionnelle comme un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Or, en réalité, tout le volet procédure législative est plutôt issu d'une initiative un peu isolée de François de Rugy, au départ, qui a lancé des conférences, des réflexions au sein des groupes, des commissions, qui a fait appel à des experts, etc., pour travailler mieux. Et ça, je crois que c'est vraiment une question qu'en France, on est obligé de se poser. On a un Parlement assez dissipé. C'est vrai que notamment les séances sont un peu rocambolesques. Et donc, il est important de travailler en commission qui passe, qui est pas si mal il que est ça, important de rationaliser un peu le travail parlementaire. Je pense que c'est une bonne initiative. Et la plupart des propositions qu'avait fait François de Rugy n'ont finalement pas forcément été reprises dans ce projet de loi constitutionnelle. Et à mon avis, peut-être que le fait d'avoir même ne serait-ce qu'annoncé le mot droit d'amendement est une erreur de la part d'Emmanuel Macron, dans le sens où il y avait beaucoup d'autres propositions très intelligentes. À partir du moment où là, on tape sur le droit d'amendement, on a tendance à crisper. On a tendance à penser qu'on va réduire encore. On crispe un peu les parlementaires. Il y a déjà une chambre d'enregistrement. Et c'est pas là-dessus que se pose l'essentiel des problèmes. C'est plutôt le fait qu'il y ait des multiplications d'amendements ou du temps de parole complètement abusif. Mais ça n'est pas sur le droit d'amendement par groupe qu'il y a un problème. Je ne pense pas que ce soit le nombre d'amendements qui pose problème, c'est plutôt la nature de ces amendements, mais là encore, ça n'est pas sur ça qu'on travaille. Donc j'ai l'impression que la mesure qui est annoncée n'est finalement pas la bonne pour améliorer le travail. François de Rugy, à qui Jacques Lang en veut parce qu'il n'avait pas voté la réforme constitutionnelle sous Sarkozy, à laquelle avait pas. C'est grâce à Jacques Lang d'ailleurs qu'elle est adoptée. On va rentrer dans une question politique. Après, alors il y a deux manières de réformer la Constitution. On peut l'expliquer ça assez vite. Il y a deux arcs. Alors en fait, il y a même trois manières en fait à proprement parler. Alors soit on passe par la voie de l'article 89 de la Constitution, soit par la voie de l'article 11 de la Constitution. Si on passe par la voie de l'article 89 de la Constitution, il faut dans un premier temps un vote
des 2 assemblées législatives. Une fois que ce vote est obtenu, il y a 2 possibilités qui sont offertes, soit de passer par la voie du référendum, soit de passer par la réunion du Parlement en congrès. Et il y a une autre voie qui est intéressante parce qu'elle ne nécessite pas forcément l'accord des 2 chambres, donc un premier vote des 2 chambres. C'est en passant par la voie de l'article 11 de la Constitution, sur proposition du Premier ministre, le président de la République peut demander aux Français de se prononcer par la voie du référendum sans que les 2 assemblées se prononcent. Il faut rappeler que c'est la procédure qu'avait utilisée le général de Gaulle en 62 notamment, qu'on avait parlé à l'époque de forfaiture, de plébiscite aussi, parce que c'est vrai qu'il mettait en plus son mandat en jeu. Il faut aussi préciser que mais ça avait fait un débat, enfin une polémique énorme. Le président de Monnerville, qui était le président du Sénat, enfin, ça avait été... on avait l'impression qu'il y avait d'un côté les représentants de la République et de l'autre d'un régime plus... C'est un peu le problème des référendums, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens, pour un référendum, ils votent toujours pas pour ou contre le sujet, mais pour ou contre la personne qui propose. Justement, alors, est-ce que c'est un risque politique même s'il y aurait une réforme, parce que là, visiblement, je ne sais pas, le pouvoir exécutif se dit, on a l'opinion derrière nous, les gens sont pour que le restreindre le cumul des mandats, donc ils vont voter pour, mais le problème des référendums qu'on a eu les derniers temps, c'est que les gens ne votent jamais ne répondent jamais à la question qu'il leur a posée, mais une autre. C'est lui qui la pose. On ne peut pas penser une seule seconde que les militants de la France insoumise, les militants du Front National, les militants d'extrême gauche, etc., et certains écolos, et une partie de la droite votent pour soutenir quelque chose qui serait proposé par le gouvernement, par Macron. Donc voilà, ça sera extrêmement dangereux. C'est dangereux et en même temps, ces gens qui vont voter oui, c'est des gens qui soutiennent Macron. C'est une relégitimation, non, quand même. C'est dangereux aussi pour une autre raison, c'est que, à mon sens, Emmanuel Macron est en train de friser un petit peu avec les habits gaulliens de la Ve République, parce que il a un usage assez musclé quand même de la procédure législative. Il a un petit peu centralisateur. Il utilise beaucoup les ordonnances. On le sait que le Parlement n'aime pas trop. Il a déterré la procédure de l'article 44.3, le vote bloqué pour un petit peu museler les débats. Donc la question est de savoir si finalement il ne va pas après friser l'habit anti-parlementaire. Et ça peut être assez dangereux parce que du coup on va lui donner un petit peu les habits du népote avec ce côté bonapartiste qu'il aime bien d'ailleurs travailler aussi un petit peu. Donc le risque c'est justement de passer pour l'hyper-président, un petit peu comme l'a été Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que le référendum soit une bonne solution. Rajoutons Est-ce que c'est une menace pour l'instant plus qu'autre chose Je crois que c'est plutôt une solution de repli, parce que c'est vrai que la procédure normale de révision, il faut aussi le rappeler, c'est-à-dire que l'article 11 n'est pas une procédure de révision de la Constitution. C'est pour ça que qu'on parlait de forfaiture, c'était pas... C'est pour ça que vous avez parlé de forfaiture et vous avez raison. Le général de Gaulle a déterré cela du chapeau. Absolument. Et c'était... Tous les constitutionnalistes disaient ça n'est pas la procédure. Encore une fois, sur un tel sujet, on imagine le taux d'abstention. Là, ça va être quelque chose de faramineux. Oui, mais sauf si c'est un référendum pour ou contre Macron. Oui, mais il y a un côté comme ça. Mais quand même, je veux dire, c'est ce qui est encore plus dangereux, c'est que seuls les véritables militants politiques qui vont vouloir faire de ce référendum éventuel un acte politique vont se déplacer. Mais sinon, au fin fond de la campagne ou des villes, etc., les gens vont leur parler de la révision de la Constitution. Je veux dire, Et c'est vrai que depuis 2005 et l'échec du référendum sur la Constitution européenne, le pouvoir exécutif manipule ça avec... Et puis il y a ce risque de surmonter le Parlement, parce que justement l'article 89 prévoit que de toute façon il y a une procédure législative qui est obligatoire au même terme entre les 2 assemblées, et le référendum c'est une manière de court-circuiter ce blocage du Sénat. C'est intelligent et à la fois c'est risqué, parce que du coup ça laisse entendre que la capacité réformatrice d'Emmanuel Macron, qu'il aime beaucoup mettre en avant, doit se faire sans qu'il y ait de barrière, et le Parlement apparaît donc comme finalement une barrière. Et ça, c'est un peu dangereux, parce qu'à mon avis, le Parlement doit aussi apparaître comme un allié, comme quelqu'un avec lequel on aime travailler. Or là, il peut un petit peu passer pour celui qui aime bien court-circuiter le Parlement, et je crois que c'est pour ça qu'il essaye d'éviter la question pour le moment. À mon sens, néanmoins, tant qu'il ne travaille pas un peu au niveau du Sénat, il va y être contraint. Puis on sait très bien qu'en plus, le peu de cas que font dernièrement les gouvernements des résultats au référendum. Oui. En fait, je veux dire, le référendum sur l'Europe, la France vote non. Bon, on dit c'est pas grave, on va attendre un an, puis ça sera oui. Donc là, c'était quand même c'est pas tout à fait vrai. Ça, à peu près. Notre-Dame-des-Landes. Non, c'est pas vrai. Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est une simplification. Non, parce que c'est pas la même chose. Enfin, ce qui a été adopté après n'est pas la même chose que ce qui avait été proposé au référendum.
tout cas, vous avez peut-être et même probablement raison sur le fond. Et en plus, juridiquement, rien n'empêchait de faire ça. Enfin, mais il y a sûrement des arguments juridiques, mais l'impression du Français qui va voter non, c'est qu'au bout d'un an, on lui dit vous avez voté non majoritairement, mais finalement, ça va être un oui. Alors un oui, certes, un peu différent, c'est pareil. Notre-Dame-des-Landes, les Français votent pour, on dit ah ben c'est pas grave, ok. Vous avez voté pour l'aéroport, mais c'est pas grave, on le fait pas. Bon, alors allez réveiller les gens en disant maintenant on a un 3e référendum, ça va être amusant. S'il fait beau et qu'on peut aller pêcher, je pense que. Ouais. Non, mais parce que finalement, on parle du référendum comme d'un risque. Mais bon, on a un discours très protecteur de la démocratie représentative, mais c'est bien aussi la démocratie directe. C'est bien que les Français puissent se prononcer. Et c'est pas grave si finalement ils répondent moins à la question. Dépassionner les référendums. C'est-à-dire, on a quand même toujours cette historique de Gaulle, c'est-à-dire qu'il mettait son mandat en jeu en disant si vous votez non, je m'en vais. Et il l'a fait en 69. Mais on pourrait avoir une vision plus, comment disait Giscard, dépassionnée, enfin. Mais non, mais moi je suis pour la passion. Et moi, vous êtes pour la passion. Et je trouvais justement qu'il y avait dans l'attitude du général de Gaulle un courage énorme qui consistait justement donc à remettre en cause son mandat si les Français lui disaient non. Et parce que le général de Gaulle avait cette idée, c'est qu'à de très grandes responsabilités, qui sont celles du président de la République, ça implique une très grande légitimité. Et le général de Gaulle n'attendait pas l'intervalle de 2 élections présidentielles pour se relégitimer. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire que quand on a un président de la République qui se prend une claque au référendum, ça met complètement en cause donc la fonction, et on affaiblit complètement. On a un président de la République qui est très peu légitime et qui a trop de pouvoir. Donc moi je trouve que si Macron veut conserver cette posture présidentielle, qu'il la garde jusqu'au bout et qu'il soit de gauche jusqu'au bout et qu'il mette en jeu sa responsabilité. D'accord, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça, mais on verra. Mais s'il y avait 2 référendums par an, par exemple, ça serait beaucoup plus dépassionné. C'est vrai. C'est parce qu'on en utilise très peu. Oui, et d'ailleurs, ce référendum, à mon avis, est un peu immanquable tant qu'on n'arrive pas à amadouer un petit peu le Sénat. Pourquoi il s'oppose comme ça, le Sénat ? Le Sénat est à droite, il faut le rappeler, c'est-à-dire que c'est le seul organe politique pour le moment qui n'est pas dans la majorité LREM. Il y a une pression de LR pour s'opposer. Mais... Il y a déjà un petit peu cela, et il faut savoir aussi que le Sénat est conservateur. Et le non-cumul des mandats, j'attendais Jack Lang, qui disait, mais oui, quand même, le non-cumul des mandats de 3 ans, et Clémenceau n'aurait pas fait de carrière politique, Mitterrand n'aurait pas fait de carrière politique. Je ne suis pas sûre que ça soit Alors, c'est dans l'air du temps, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément une bonne mesure. Notamment, on avait beaucoup d'Américains qui ont regretté le fait que Barack Obama n'ait pas pu se représenter parce qu'il avait brigué 2 mandats. Est-ce que c'est intéressant, quand on a quelqu'un de bien, de le brimer, tout simplement parce qu'il est resté un petit moment? Est-ce que c'est bien que des gens restent au pouvoir? Alors après, c'est un peu la question du vieillissement du Sénat qui est toujours un petit peu... S'ils sont bons, voilà. Vous êtes très gaulien. Non, je suis très démocratie directe, c'est-à-dire que les électeurs trancheront s'ils veulent le garder. Absolument. Alors, est-ce que l'affaire Johnny vous passionne comme elle passionne toute la France? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un dîner où les gens ne se déchirent pas. Il y a les pro-Laetitia, les pro-David et Laura. Non, qu'est-ce qui nous passionne dans cette affaire? J'ai l'impression qu'on a une sorte de famille royale, comme ça. D'ailleurs, on les appelle par leur prénom, David, Laura... je crois que ce qui fascine un petit peu, c'est la différence d'âge qu'il y a entre Laetitia et Johnny Hallyday. Elle est plus proche, Laetitia est plus proche de Laura qu'elle ne l'était de son mari. Donc il y a un côté un petit peu... Plus proche en âge. En âge, oui. Non, mais sur le reste, c'est pas sûr. Non, mais du coup, ça peut développer un peu une idée non pas d'une veuve noire, mais on dit, voilà, est-ce que Laetitia, elle n'était pas là maintenant avec tout... En plus, cet entourage qui a l'air un peu trouble quand même. Enfin, oui, je veux dire, on dirait presque un mauvais polar. Enfin, la mamie rock. Enfin, mais est-ce que vous pensez pas alors qui l'entoure, le frère. On a vraiment l'impression quand même que c'était. J'ai d'autres explications, c'est que Johnny étant une telle icône, un tel mythe. Donc, il ne peut pas avoir fait des choses qui sont mal. Et pour les Français, déshériter les enfants, c'est pas terrible. Donc, il a été forcément manipulé. Moi, je crois que ce qui passionne les Français dans cette question, alors non seulement le statut iconique, vous l'avez dit, de Johnny, c'est aussi c'est une affaire familiale. Et c'est vrai que dès qu'on touche à la famille en France, on a affaire à quelque chose d'assez passionné. Il faut savoir aussi qu'on est dans un droit français qui est dans une habitude française
française qui me semble être un petit peu triste, qui consiste à trancher les affaires de couple, les affaires financières, patrimoniales et de famille, une fois le défunt. Or, c'est un peu dommage à mon sens parce qu'il y a des choses qui pourraient être... Le défunt est souvent défunt, c'est bien le problème. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de faire des choses du vivant de la personne. Et je crois que ce qu'il y a d'extrêmement violent dans ce testament... Oui, parce que là, on doute de la volonté. Voilà. C'est la surprise. Et pourquoi ne pas en avoir parlé en amont? C'était une des belles initiatives, à mon avis, de Nicolas Sarkozy, d'avoir voulu essayer de moderniser un petit peu les donations entre vifs. Est-ce que c'est pas un peu dommage dans les familles, et aussi bien dans une famille qu'on aime autant que la famille Hallyday parce qu'on les connaît tous, est-ce que c'est pas dommage de ne pas avoir parlé de cela avant? Et c'est ça un peu qui interloque à mon sens les Français, c'est que on se rend compte après le décès de l'idole que finalement des choses obscures n'ont pas été réglées à temps. Et c'est un peu ça le danger, de notre législation aussi et de nos habitudes, c'est que on se préoccupe de ça au décès et que ça donne toujours lieu à des affaires siciliennes, quoi. Donc c'est une habitude française aussi de s'écharper, on va dire, autour des testaments. C'est dommage et on en a ici une illustration des plus tristes à mon sens. Après, la loi française, en principe, évite de s'écharper, puisque si je comprends bien, on ne peut pas déshériter ses enfants, donc c'est assez clair. Oui, alors, c'est ça. Alors, juridiquement, il y aura une bagarre entre la loi. Est-ce qu'il est américain ou est-ce qu'il est français, c'est tout. Mais sinon, alors, pour tout, je ne sais pas, pour tous les Français, il est français, quoi. Bah, oui. Mais après, il est un statut. Oui, il est belge. Mais enfin, c'était une... Alors, on ne peut pas déshériter ses enfants, tu as raison, il y a cette réserve héréditaire, mais il y a plein de possibilités d'y déroger également. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire un testament qui, certes, doit toujours respecter plus ou moins cette réserve-là, mais notamment lorsqu'on a le conjoint plus jeune. C'est ça, hein. Voilà, quand on a le conjoint plus jeune, il y a la possibilité de déroger par convention en laissant notamment l'usufruit ou en empêchant, en gelant un petit peu le partage, le temps que l'épouse décède elle-même. Donc, il y a de toute façon toujours un sentiment d'injustice qui peut se dégager de ce type de conflit. C'est ça qui est un peu dangereux. C'est qu'on a affaire à la famille, on a affaire à des choses qui n'ont pas été tranchées pendant le vivant de la personne, donc on lui prête une volonté et on est donc forcément déstabilisé. En tout cas, de son vivant, on n'arrive pas à savoir, en tout cas, si cette volonté de Johnny était une volonté qui avait été tranchée en famille, si David et Laura étaient au courant qu'ils n'auraient rien, si Laetitia avait acquis ce rôle de gardienne du patrimoine, même musical, du chanteur. Est-ce que c'était su? Est-ce que tout le monde le savait? Et est-ce que donc il joue la comédie ici? Ou est-ce qu'il y a vraiment cet effet de surprise? Moi, j'ai le sentiment que c'est l'effet de surprise qui fait que les aînés sont en train de vouloir contester quelque chose parce qu'ils ont le sentiment que ça ne peut pas correspondre à la volonté de leur père. Et en plus, ça correspond. Il y a quand même une tendance française qui est quand même très favorable à l'héritage. C'est vrai. On ne déshérite pas ses enfants, notamment ses enfants de sang. Qui n'est pas du tout une tradition américaine. Et alors que aux États-Unis, on voit, même tous les milliardaires font des fondations, etc. Exactement. Aux États-Unis, on peut tout donner à son hamster. Oui, absolument. C'est quand même. Donc, non, mais c'est vrai que c'est peut-être dans ce qui... Parce que je ne sais pas si... Peut-être qu'il me semble que l'opinion française est plutôt favorable à David et Laura. Enfin, parce que je pense qu'il y a ça, il y a ce côté... Et on ne peut pas déshériter ses enfants. Oui. Et ce que je répète, en plus, ça ne peut pas être lui. C'est ça. On a du mal à, en tout cas, imaginer que ça vient de lui. Il y a un peu cette idée-là. Mais c'est ça que moi je trouve qui est assez inquiétant, même si je comprends que ça suscite un fantasme. Mais c'est qu'on n'a que des si. Parce qu'on ne sait pas ce qu'a dit Johnny, on sait ce qu'en disent donc les personnes concernées. On connaît le testament. Oui, pourquoi on connaît ne pas le testament. Oui, alors, ça on peut raisonner en juriste et ne prendre que les éléments juridiques, mais enfin, on sait qu'après il y a une réalité. J'imagine que ils se parlent, ils se disent des choses et que apparemment donc les enfants étaient surpris de la décision et de ce testament. Donc indépendamment, moi je reste pas sur le terrain juridique. Hein. On peut être juriste et ne peut faire que du droit. C'est surtout que finalement on ne sait pas tout. Et qu'il est, à mon avis, difficile pour un Français qui ne connaît pas toutes ces affaires de se prononcer en disant je suis plutôt favorable à l'un ou à l'autre. Enfin, moi, j'ai une espèce je suis mal à l'aise par rapport à ça, d'autant qu'en plus, finalement, on se projette beaucoup dans cette histoire parce que énormément de familles sont concernées par cette situation, même s'il ne s'agit pas forcément de 3 villas et de 1500 chansons avec des droits d'auteur. Mais je pense que les Français s'intéressent à ça parce que finalement, ça les concerne aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Et puis les querelles familiales sur l'héritage,
Il y en a, je ne dis pas dans toutes les familles, il y en a souvent. C'est le principe plutôt que... Je rajouterais que je trouve que là, c'est en train de prendre une tournure un peu différente et un peu dérangeante à mon sens. C'est qu'il commence à y avoir des pro-l'un et des pro-l'autre, notamment dans leur soutien, dans les gens qui ont été présents à l'enterrement. Et il y a un acharnement sur Laetitia qui donne un petit peu le sentiment que c'est finalement la personne qui profite du crime, un petit peu comme tu l'écrivais dans un mauvais polar. Et voilà, gardons la prudence de savoir qu'il y a quand même une volonté du défunt. Il faudrait essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est. L'idée, voilà, d'après des proches, l'idée qu'on manipulait Johnny... elle est quand même difficile à admettre. Surtout qu'en plus, ça a l'air d'être une volonté assumée. Il y a d'abord eu un exil plus ou moins fiscal en Suisse. Ensuite, après, il y a des témoignages, mais ça, le procès, je pense... Mais on ne sait rien, on ne sait pas s'il a été manipulé ou s'il a été manipulé. Quel dommage de ne pas pouvoir s'arranger à l'amiable, finalement. On ne sait pas. Alors, un autre chanteur... il y aura moins de soucis pour son héritage, le suivant. Oui, c'est sûr. C'est Bertrand Cantat. Bertrand Cantat qui était condamné pour la mort de Marie Trintignant. Et voilà, donc il refait des concerts. Les concerts donnent lieu à un peu de violence, il y a des crachats, il y a des manifestations en tout cas. Au fond, il y a le partage, c'est entre ceux qui disent, voilà, il a été condamné, il a fait sa peine, il a payé sa dette à la société, comme on dit, donc il faut bien le réinsérer. Et puis ceux qui disent, non, il devrait, comme dit Olivier Marchal, il devrait fermer sa gueule. Qui veut commencer là-dessus? Et de quel côté êtes-vous? Parce que c'est pas un débat si facile que ça, même si le crime est odieux, même si... Voilà. Non, le crime est bien évidemment odieux. Après, il a effectivement été jugé. Il a accompli la peine à laquelle il avait été condamné. Donc là-dessus, c'est imparable. Et puis tout le monde, un voleur de mobilette comme un assassin, a droit à une certaine rédemption. Je veux dire, sinon, il fallait le condamner à 50 ans de prison. Enfin, j'en sais rien, mais il a été condamné à 8 ans. Il en fait 4. C'est la loi, il n'y a pas d'arnaque. Donc tout à fait normal qu'il puisse chanter. Ça, c'est d'un point de vue, j'allais dire, logique. Après, il est vrai que c'est un peu compliqué de se dire, est-ce qu'on va aller applaudir un type qui a assassiné sa femme? Bon, moi, franchement, je n'allais pas le voir avant qu'il assassinait sa femme, donc ça ne me pose pas de problème, je n'irai pas le voir après. Donc, vous voyez être pervers en allant le voir après. Tu t'en tires bien, là. Ça, c'est déjà un truc. Après, on peut comprendre qu'il y a des gens que ça choque, effectivement. Mais moi, je reconnais être allé voir des films de Polanski en sachant très bien qu'il avait violé une fille de 15 ans. Non, mais... L'affaire est encore en passe d'être jugée, attention. Ah non, on sait bien, il l'avait drogué, je veux dire, il y a pas débat là-dessus. Enfin, bon. C'est comme pour Johnny, on va très souvent voir... Woody Allen... Mais oui, on va très souvent voir des artistes... Ou les Céline, voilà. Non, mais voilà, donc on ne peut pas acheter le... Mais c'est pas peut-être tout à fait la même chose, je sais pas. Moi, j'ai le sentiment... Alors, on a dit sur l'affaire Johnny que finalement, il y avait plus de passion que de droit. Ici, on parle beaucoup de droit et assez peu de morale, à mon sens. Oui, c'est-à-dire que il y a les deux. Voilà. La peine a été jugée, c'est une certitude. Voilà, le droit à la réinsertion, encore une fois, le droit à la réinsertion est un droit. Il y a la morale qui a une place à jouer ici, c'est-à-dire que quand on est un ancien criminel, est-ce qu'il est légitime qu'on ait demain envie de refaire l'Olympia? Alors, il le dit, je suis chanteur, si j'avais été jardinier, je serais retourné jardinier. Malheureusement pour moi, je suis obligé de chanter pour vivre. On pourrait aussi imaginer qu'il peut chanter sous sa douche et puis qu'il peut écrire des textes pour quelqu'un d'autre sans que ça nous pose trop de problèmes. Non, parce que c'est pareil, s'il écrivait des textes, on dirait, alors vous allez applaudir quelqu'un alors que c'est Quentin qui a écrit les... La vraie limite, c'est celle de sa morale. Voilà. Jusqu'où condamné au pseudonyme, par exemple. Voilà. Jusqu'où, lui, a-t-il des scrupules à se présenter publiquement? Il a fait la une des Inrocks. Est-ce que c'est une manière de... Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de morts. Il y a eu également Christina Radi... les Inrocks, c'est pas lui, mais c'est vrai que c'est ça qui a beaucoup... Je veux dire, les Inrocks l'ont payé aussi. En tout cas, je crois que c'est vraiment son erreur. Je crois que c'est vraiment son erreur parce que c'est ça qui a beaucoup choqué aussi. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment qu'il avait envie d'un retour en force, en quelque sorte. Et... Après, quand il parle de droit à la réinsertion, j'ai envie de dire c'est aussi un petit peu à double vitesse. C'est-à-dire que demain, si vous expliquez à un jardinier qui justement a été incarcéré pour un crime, que demain il peut réouvrir sa petite boîte et que tout le monde va retourner chez ce jardinier-là, on sait très bien que non. En réalité, dans une petite ville,
il est fini. Donc c'est aussi parce que c'est Bertrand Cantat qui peut le revenir aussi facilement dans son ancien emploi entre nous, et que, à mon avis, la réinsertion ne joue pas forcément pour tout le monde aussi facilement quand il y a eu justement moralement l'impact que laisse un crime. Donc c'est vraiment ça la question. Il y avait l'exemple de Philippe Maurice qui était le dernier condamné à mort qui a été gracié, puisque c'est arrivé au moment de l'élection de Mitterrand. Il est devenu universitaire. Tiens, nous avons dans nos rangs j'espère que l'inverse ne historien. pas, parce qu'eux, ils sont universitaires, est-ce qu'ils vont devenir... Pour le moment, tout va bien. Non, mais dans les exemples récents, il faut aussi parler... Il faut aussi parler de Nabila. Alors, c'est vrai que je trouve que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc c'est bien d'en reparler. Mais Nabila, elle a quand même été plus ou moins, et encore moins, malheureusement, à mon avis, trop peu, inculpée pour avoir essayé de poignarder son conjoint, quand même. Et elle est encore sur le devant de la scène à donner des conseils de mode et de maquillage. Donc, apparemment, ça n'est pas forcément quelque chose qui nous choque toujours. En tout cas, voilà, il faudrait arriver à choisir... non, mais c'est un débat assez compliqué, parce que, en gros, la gauche est plutôt pour la réinsertion et Cantat était plutôt chanteur de gauche. Donc il y a un truc un peu ce qui rend le débat encore plus compliqué, c'est que au-delà du crime, il s'agit d'un certain crime. C'est ça qui rend les choses encore plus particulières. C'est-à-dire, on n'a pas un violeur ou un type qui s'est vengé, qui a prémédité. C'est quelqu'un qui aimait peut-être 10 minutes avant le meurtre et même encore 10 minutes après cette dame qui, malgré tout, est décédée sous les coups de son mari. Et du coup très violent. Et de façon très 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 violente. Il a contacté le frère, etc. Enfin, on connaît l'histoire. Donc, c'est ça aussi qui rend la chose assez particulière, c'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un qui a commis un crime, mais d'une nature particulière, et qui explique justement qu'il n'a pas fait autant de prison. Donc, c'est ça aussi qui rend le débat très compliqué. Et c'est sans doute insupportable aussi pour la famille de Marine Tratillon. Évidemment. Voilà, ce qui est très important, c'est la famille de la victime, parce qu'il aurait assassiné une jeune femme inconnue du grand public. Je ne dis pas que tout le monde s'en serait foutu, mais ce serait beaucoup moins mal passé dans l'opinion publique. Alors que là, à chaque fois, on rappelle, c'est quand même Marie Trintignant, et on voit les parents, et on les comprend tout à fait, qui sont furieux. Voilà. Donc, mais la personnalité même de la victime joue énormément. Après, ce qui est quand même gênant dans tout ça, vous le disiez, c'est une espèce de retour à la morale. C'est-à-dire que là, en ce moment, on sent que... Tout est maintenant sur un point de vue de la morale. Alors, les féministes interdisent ceci, interdisent cela, on ne peut plus... c'est très grave, ce retour à la morale. On va bientôt ne plus pouvoir rien dire, rien faire. C'est pas forcément quelque chose de... non, à ce point-là, je veux dire... Retour à la morale, oui et non, parce que ça dépend des sujets, plus ou moins. Je terminerai juste pour dire que, justement, on a parlé du crime qui est le sien. On pourrait dire que c'est un peu un crime passionnel. En tout cas, c'est comme ça que pénalement, ça a dû être défendu pour qu'il écope aussi peu. Oui, d'ailleurs, il n'a pas été condamné. C'est souvent ça qui laisse beaucoup de rancœur, c'est que justement, ça n'est pas une peine criminelle de 30 ans de réclusion, mais au contraire, souvent, ce sont des peines un petit peu allégées. Et du coup, la famille de la victime a très souvent encore un peu de rancœur. Absolument. Et je crois que justement, c'est à cause de cette nature-là et de cette pénalisation-là qu'on en est là. À ceci près que c'est un poil plus compliqué, parce que lui, il a été apparemment violent avec d'autres gens. Oui, absolument. C'est ça. Et qu'il y a d'autres morts sur cette question. Merci infiniment. Merci beaucoup Anne-Charlotte Bézina. Merci beaucoup Jean-Baptiste Duclerc et Jean-Charles Lajoigny. Et à bientôt pour un nouveau PAF.